Sunday Production. Si je devais te donner une image, pour moi, le 24 heures, c'est une symphonie hyper harmonieuse, très fluide. Et l'ultra trail en montagne, pour moi, c'est un peu comme le jazz. Et en fait, j'ai pas encore trouvé l'harmonie là. C'est hyper frustrant parce que quand t'aimes courir, c'est cette fluidité qui est hyper agréable et qui t'amène du plaisir. Et j'arrive pas à avoir le plaisir que j'ai sur un 24 heures, sur un trail en montagne. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Avant de nous plonger dans cet épisode, permettez-moi de vous partager 3 choses. Tout d'abord, un grand bravo à ceux qui sont devenus finishers sur Race Across France, mais aussi très prochainement sur Race Across Belgium, car je sais que vous êtes dans votre processus de préparation pour Race Across France. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont franchi la ligne, mais aussi à ceux qui ont eu l'audace d'être sur la ligne de départ. Ensuite, un immense merci à cette formidable équipe qui m'entoure et sans qui rien ne serait possible. Grâce à cette équipe, des centaines de personnes se sentent aujourd'hui bien plus fortes, et cela pour le reste de leur vie, car devenir finisher ne se résume pas seulement à ce simple mot. Derrière se cachent des valeurs qui vous accompagnent pour la suite de votre vie, et sur lesquelles parfois il faudra prendre appui. Et enfin, permettez-moi de vous inciter à prendre le départ et à participer à la prochaine Race Across France by Van Rissel, mais sur la distance 200 km. Vous êtes nombreux à m'envoyer parfois certains messages m'expliquant que cette discipline est beaucoup trop exigeante ou le kilométrage est beaucoup trop important. Eh bien, nous avons créé un 200 km by night, la meilleure façon de découvrir l'ultracyclisme, car cette épreuve se déroulera entièrement de nuit avec un départ à 21h. 200 km by night sur Race Across France by Van Rissel. Rendez-vous sur la ligne de départ et sur le site raceacrossseries.com. Je suis avec Hélène Léger aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud. Eh bien, le temps passe vite. Le temps passe vite puisque notre dernier échange était il y a à peu près un tout petit peu moins de 2 ans. Un tout petit peu moins de 2 ans. Le temps passe vite, donc tu as forcément plein de choses à nous raconter. Alors je dis Hélène, mais les gens qui nous écoutent se disent, mais Hélène, mais qui est Hélène? Alors c'est Hélène Léger. Et pour les personnes qui la suivent sur Insta, Hélène Léger, ça vous parle peut-être pas comme ça. Donc je te laisserai Hélène préciser quel est ton nom sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas Hélène Léger. Si vous cherchez Hélène Léger sur voilà, son nom de scène, son nom d'artiste, vous ne le trouverez pas sur Instagram. Donc je te laisserai présenter tout ça. Mais en tout cas, voilà, je suis très très heureux. Alors on a mis un petit peu de temps. C'est vrai que ça fait longtemps que je voulais reprendre un nouvel épisode avec toi, parce que ça s'était très bien passé sur le premier épisode. On avait vraiment fait un super échange. Tu as eu de bons retours, puis c'est surtout que tu as fait plein de choses depuis l'épisode 211. Donc si vous voulez aller écouter l'épisode d'Hélène Léger, son vrai nom et vrai prénom, c'est l'épisode 211. Comme ça, vous pourrez tout savoir sur qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait. Et puis c'est passé plein de choses l'année passée, plein de choses cet hiver. Il y a un super événement qui arrive, un super rendez-vous qui arrive en 2024. Donc voilà, j'ai plein de questions pour toi, mais avant tout, voilà, pour les nouvelles auditrices, les nouveaux auditeurs, je vais te reposer cette question. Enfin, j'ai 2 questions en une en fait. Est-ce que tu peux te représenter pour les auditrices et les auditeurs, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans depuis notre dernier échange? Ok Arnaud. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, tu l'as dit, mon prénom, donc c'est Hélène. Je suis une maman, on va dire, et j'ai 41 ans. Mon nom de scène, donc c'est Martine au putain du D+. Donc là, certaines personnes vont peut-être un peu plus repérer qui Des est le milliers de personnage. personnes vont se dire « Ah mais oui, c'est elle !» Voilà. Et donc, du coup, petit personnage que j'avais créé sur les réseaux pour me cacher un petit peu derrière. Voilà. Et puis, ceux qui veulent un peu plus de précision sur le pour qui, pourquoi, voilà, il y a l'épisode
211. Épisode 211 Ultra Talk. Et vous saurez pourquoi, effectivement, Hélène s'appelle Martine au putain du D+, sur Instagram. D'ailleurs, je te coupe dans ta présentation, tu m'excuseras, mais tu vas reprendre. J'ai lu dans une de tes interviews, ou non, dans ton blog, pardon, où tu expliques tes épreuves, que des personnes t'interpellent sur le bord du parcours en disant « Mais si, regarde, c'est Martine !» C'est drôle, non? Il y a, en fait, personne ne m'appelle par mon vrai prénom. Par ton vrai Mis prénom. à part ma famille, mais sinon, on m'a toujours appelée par des surnoms déjà depuis toute petite. Et là, en fait, dans le milieu du sport, tout le monde m'appelle Martine. Même les gens maintenant qui me connaissent en vrai, c'est leur premier réflexe, c'est Martine. Je pense qu'il y en a Double qui se rappellent personnalité. même plus comment je m'appelle. C'est assez étrange, mais en fait, je m'y suis tellement habituée. Et c'est vrai que du coup, quand il y a des gens que je croise pas loin de chez moi, et que j'entends Martine, ben en fait, maintenant, je me retourne. Mais Tu as un réflexe. Ça fait partie de c'est ta assez personnalité. curieux. Oui, c'est ça. Et puis, donc ça, c'était les présentations. Et puis en 2 ans, donc même si on a un fil conducteur entre nous, hein, on sait qu'on va parler des 24 heures, on sait qu'on va parler du TMB, de la Western State qui arrive. Mais toi, ton sentiment, ton feeling, c'est si tu avais à décrire comme ça ce qui t'est arrivé, tout ce qui s'est passé depuis notre dernier échange il y a quasiment 2 ans, qu'est-ce que tu nous dirais? Voilà, les gens qui ont écouté le premier épisode, donc si vous ne l'avez pas écouté, vous mettez pause sur celui-ci, vous allez écouter l'épisode 211 et vous revenez. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier échange? Je dirais waouh et je dirais what the fuck pour résumer. Non, mais ça a été 2 années vraiment très très riches. Les personnes qui me connaissent un peu savent que bon, si je me suis mise à faire du sport comme ça et notamment de l'ultra, c'est surtout pour ce que ça m'apporte en termes de développement personnel, etc. Et c'est vrai que du coup, en 2 ans, j'ai l'impression d'avoir appris plus que dans toute ma vie. Enfin, c'est assez étrange. Et c'est vrai que du coup, je me suis sentie grandir et j'ai trouvé un équilibre peut-être que j'avais jamais trouvé. J'ai eu des réponses à certaines de mes questions et je me sens beaucoup plus solide. Après, pas forcément en termes de performance, mais en termes de personne. Et, euh, et voilà, le sport, enfin, c'est ça que j'aime dans le sport, c'est cet apprentissage intérieur qui est énorme. Et du coup, les 2 dernières années, ça a vraiment été parce que le podcast, on l'avait fait en 2022. Et j'étais dans une période, déjà, je t'avais dit, qui n'était pas forcément évidente avec tout un tas de remises en question. Et le podcast, c'était avant le stage en équipe de France. De mémoire, tu partais quelques jours après ou Oui, la semaine qui venait, je crois, de mémoire, c'était juste avant un stage équipe de France, effectivement. c'est ça. Et j'ai vécu énormément de choses très riches. Le stage en équipe de France, donc les championnats d'Europe à Vérone avec l'équipe de France. Et après, l'année dernière, ça a été un peu, donc 2022, un peu bancal. Et l'année dernière, ça a vraiment été un peu la reconstruction, entre guillemets, où vraiment j'ai recommencé à poser les petites pierres et à plus savoir qui j'étais, plus savoir où j'allais, voilà, plus, enfin, retrouver un équilibre et à peut-être un peu changer, mais pourquoi aussi? Enfin, on en reparlera peut-être, mais il y a eu le championnat de France qui s'est déroulé, donc championnat de France de 24 heures qui s'est déroulé à une date très symbolique pour moi. C'est le 27 mai, c'est ça? 27 mai ou Oui, c'est 27 ça, juin? 27 mai, 27 qui mai, m'a permis ouais. de tourner une belle page et ça a été émotionnellement vraiment très fort. Enfin, ça me colle des frissons rien qu'à dire ça, mais ça a été très fort. Ça a été un gros passage pour moi vers la lumière, on va dire. Et, euh, et après ça, du coup, bon, il y a eu l'UTMB qui s'est pas passé comme je voulais, mais finalement, le dénouement a été super parce qu'il a été partagé. Et après ça, à la fin de l'année, donc il y a eu mon dernier 24 heures qui a été assez fou aussi parce que c'était pas prévu, parce que j'étais malade avant. Et finalement, c'est là où j'ai fait ma meilleure perf alors que les conditions étaient vraiment déplorables. Enfin, Ouais, j'ai vu les photos. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit waouh, chapeau. Enfin, un mental d'acier, parce que vu les conditions sur 24 heures, effectivement, tu fais ta meilleure performance, donc tu vas nous en parler. Et puis il y a ce projet Western State qui est juste oufissime. oui, alors pour la petite histoire, puisque tu en parles, en fait, le dernier 24 heures, j'avais aussi décidé sur un coup de tête de le faire parce qu'en fait,
la date donc de mon dernier 24 heures, c'était le 2 décembre 2023. Et c'était le jour de la loterie de la Western States. Et il faut savoir que moi, j'avais que 2 tickets pour la Western States, donc j'avais 1,4% de chance d'être tirée au sort. Et je m'étais dit, le 24 heures, donc en Bretagne, je l'avais déjà fait la première fois. C'était mon premier 24 heures, c'était un téléthon. Et j'avais dit justement, j'ai réécouté le podcast, le premier podcast, et j'avais dit, si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Faire un 24 heures au mois de décembre, voilà, faut être un peu fêlé. Et j'ai réécouté le podcast avant de faire le 24 heures et je me suis dit, mais je me rembarque là-dedans, mais franchement, il y a vraiment un truc qui va pas chez moi. Et donc, du coup, la date collée avec le jour de la loterie de la Western Side, et je me suis dit, je refais le téléthon, je fais une bonne action, et je suis sûre que je vais être tirée au sort. Et j'ai été là-bas en me disant, je suis sûre que je vais être tirée au sort, et en plus de ça, le 24 heures, ça va me permettre de peaufiner ma stratégie nutritionnelle, parce que si du coup je vais à la Western au mois de juin, ce sera mon dernier ultra avant la Western, donc je mets toutes les chances de mon côté. Et en fait, après le 24 heures, je rallume mon téléphone et je reçois un message d'un pote qui me dit que je suis tirée au sort. Et là, bah, j'ai crié dans la voiture. J'étais, j'étais, j'étais plus complètement endormie, cassée. J'étais waouh. Comme quoi, il faut croire en sa bonne étoile. Il faut croire Mais oui, en ça s'est en passé sa bonne étoile. comme je l'avais imaginé et c'était incroyable. Bon, génial. Génial. On va revenir, même si tu nous en as dit beaucoup, on va revenir un peu dans les détails du pourquoi cette course te parle, pourquoi elle est là-bas. Mais j'aimerais revenir sur les 24 heures. Effectivement, dans le premier épisode, on avait expliqué comment tu étais arrivé sur ces 24 heures. Tu partais juste quelques semaines après l'enregistrement de l'épisode en stage équipe de France. Alors effectivement, tu t'es lancé sur des 24 heures un peu par hasard, qui t'ont conduit sur des championnats de France, qui t'ont conduit sur des championnats d'Europe. Et en fait, parle-nous un petit peu de cet environnement. Hein, il y a le trail, il y a faire du trail, hein, ce que tu fais très bien, mais il y a les 24 heures qui sont quand même une discipline c'est à part entière, ça demande une préparation à part entière. Donc parle-nous de cet univers 24 heures. Comment est-ce que tu évolues dans cet univers avec l'équipe de France? Et là aussi, quel honneur de porter le maillot de l'équipe de France quand on s'est mis au sport, la course à pied, au trail, et on se retrouve avec les filles de l'équipe de France sur des 24 heures et des championnats d'Europe. Parle-nous de cet univers, comment tu vis au milieu de tout ça? Oui. Alors, pour les gens qui connaissent pas déjà la discipline du 24 heures, je vais faire un prix vite fait. En fait, c'est courir 24 heures. Et ce qui compte à la fin, donc ça va être la distance totale parcourue. Et il faut savoir que c'est sur une boucle de 1,6 km. Donc, il faut faire 1,6 km autant de fois que possible. Et ce que j'aime, moi, dans cette discipline, c'est que on est plus en concurrence avec soi-même parce que le but, c'est de faire la meilleure marque possible. Et forcément, d'un 24 heures sur l'autre, on a envie de faire mieux que le précédent. Et du coup, il y a aussi une notion de partage hyper importante dans cette discipline parce que comme on fait une boucle d'1,6 km, on croise souvent les mêmes gens, on peut s'encourager, on a des fois une assistance qui prépare les ravitaux, donc il y a un contact, même si on est beaucoup dans sa bulle. Enfin, c'est vraiment une atmosphère particulière et comme c'est pas très connu, ça reste encore vraiment à taille humaine, enfin comme j'aime. Et c'est très convivial. Enfin, je pense que personne se prend vraiment au sérieux dans cette discipline. Et c'est vrai que du coup, le premier que j'avais fait, donc c'était pour le Téléthon en fin 2021. Donc je m'étais dit que j'allais tenter le coup parce que la discipline me rendait vraiment très curieuse et mentalement, je savais que ça allait, que c'était quelque chose assez taré. Et finalement, de courir comme ça sur du bitume pendant 24 heures, c'est très traumatisant. Enfin, c'est une discipline vraiment pas facile. À tel point qu'on est obligé vraiment de puiser dans des ressources mentales inexplorées. Et c'est pour ça que j'adore cette discipline, c'est que j'ai vraiment appris énormément sur moi en pratiquant cette discipline. C'est vraiment différent du trail et de l'ultra trail où voilà, l'ultra trail on marche. Le 24 heures, c'est courir non-stop, c'est gérer sa nutrition, etc. Donc, c'est vraiment hyper intéressant stratégiquement sur plein d'aspects. Je pense que l'expérience doit jouer énormément. La preuve, dans des conditions compliquées,
tu vas nous en parler, mais tu bats ta meilleure marque en décembre dernier, alors que effectivement faire un 24 heures en décembre en Bretagne, avec des conditions qui sont très compliquées, les conditions n'étaient pas forcément réunies, mais avec l'expérience, forcément, ça a dû probablement jouer. Est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution de tes performances en 24 heures? Est-ce que par exemple ton premier 24 heures que tu as fait par rapport à celui que tu as fait en décembre dernier où tu as amélioré ton temps, enfin c'est pas ton temps, pardon, c'est ta marque, parce que 24 heures c'est 24 heures. Donc il y a combien de mètres, combien de kilomètres, combien de centaines de mètres d'écart entre ton premier événement sur 24 heures et ta meilleure performance? Oui, alors je vais te faire la chronologie, oui, et puis en fait il y a l'aspect météorologique aussi qui joue. Donc le premier, donc c'était donc décembre 2021 en Bretagne. Donc j'avais fait, je crois, 203 kilomètres sur mon premier. Et donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai été sélectionnée sur cette marque par l'équipe de France. Donc j'avais fait le stage équipe de France en juin 2022. Et suite à ça, j'ai fait les championnats d'Europe à Vérone en Italie avec l'équipe de France. Ça s'est pas forcément passé comme je le souhaitais. Parce qu'en fait, bon, comme je disais dans l'épisode 211 donc du premier podcast, j'ai une hanche opérée donc qui est à droite. J'ai été opérée d'une tumeur à la hanche en 2000. Et en fait, la spécificité du parcours à Vérone, c'est qu'il y avait énormément de virages à droite. Donc, je savais par avance que ça risquait d'être compliqué et je n'en avais pas parlé à mon ostéo. Et après, il m'a dit, bah, t'aurais dû me le dire parce que je t'aurais dit de pas le faire. Et je savais très bien qu'il allait me dire de pas le faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai eu extrêmement mal et que la fin a juste été un calvaire. Donc, j'ai battu mon premier record. Je sais même plus combien j'ai fait exactement, mais je crois que j'ai fait 207, à peu près 207 à Vérone. Mais j'étais déçue parce que j'avais fait un bon stage et je pensais vraiment pouvoir faire mieux. Mais après, j'étais pas trop mal classée, etc. Mais voilà, j'espérais faire mieux. Donc ça, c'était pour le deuxième. Et on dit toujours plus jamais après un 24 heures, c'est ça qui est drôle. Le troisième, ça a été les championnats de France de 24 heures. Donc c'était à Albi, c'était donc le 27 mai. En fait, quand j'ai vu la date du 24 heures d'Albi, donc pour le coup, le 24 heures d'Albi est très roulant. Les virages étaient kiff-kiff à gauche et à droite. Donc c'était plutôt pas mal. Et quand j'ai vu que c'était le 27 mai, donc c'est une date qui me tient à cœur parce que c'est enfin une date symbolique, on va dire. C'est la date de décès de mon premier amour qui est décédé d'une leucémie. Et je trouvais que la symbolique était belle d'essayer de faire quelque chose de bien ce jour-là pour lui rendre hommage. Et donc du coup, là pour le coup, les conditions météorologiques étaient extrêmes parce qu'on a eu 50 degrés sur la piste. Donc ça tapait enfin très très fort. Et donc la marque est plutôt anecdotique. J'ai dû faire 205 km, mais je fais vice-championne de France de 24 heures parce qu'en fait, il y avait quand même une très belle densité, mais il y a eu énormément de casse. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Et finalement, bah, j'ai tenu le coup. Ça a été très difficile, mais j'ai tenu le coup. Et la première, donc, qui est championne de France, avait le petit avantage de vivre en Martinique, donc la chaleur l'a pas impactée. Mais bon, voilà, il y a eu énormément de casse, donc je suis contente pas forcément de ma marque, mais quand même de ma perf parce que les conditions étaient vraiment pas évidentes. Donc jusque-là, j'étais dans les 203, 205, 207. Voilà, j'étais un peu frustrée de pas avancer alors que je sentais que je progressais quand même. Et puis en fait, fin d'année dernière, donc fin 2023, je devais faire pour finir la saison après l'UTMB un trail de 70 km qui a été annulé à cause de toutes les tempêtes. Et je voulais pas finir ma saison là-dessus. Mais je savais que c'était pas raisonnable de finir par un 24 heures parce que la saison avait déjà été bien pleine en ultra et que ça faisait beaucoup. Et en général, on préconise un 24 heures par an pour pas trop se Pardon, casser. ouais. Et bon, je m'étais dit, si j'en fais un deuxième, c'est chaud. Fin d'année, donc décembre, ça veut dire qu'il fait froid, les conditions vont être merdiques. Et puis bon, j'y pensais de plus en plus, sauf que je me suis chopé un virus 3 semaines avant, que je me suis traîné 15 jours. Alors, je suis pourtant jamais malade, mais je me le suis traîné 15 jours. Et jusqu'au dernier moment, bah, mon père, à la base, devait me faire l'assistance. Et quand il a vu
l'état dans lequel j'étais, je lui ai dit, bon, j'y vais, je vais peut-être faire que 6 heures, 12 heures, donc viens pas, ça sert à rien. De toute façon, je vise pas une perche, je veux juste finir ma saison, voilà, par quelque chose. Et finalement, j'ai quand même embarqué un pote avec moi parce que bah, si je me sentais pas bien, c'était quand même mieux que quelqu'un me ramène. Et j'avais dit à mon pote, voilà, je sais pas si je fais 6, je sais pas si je fais 12. Je prévois mon ravito pour 24 heures, mais j'étais vraiment pas en forme. J'avais pas de jambes. J'avais vu le médecin 2 jours avant. Il m'avait dit, bon, de toute façon, c'est un téléthon, vous allez en mode loisir, vous n'y allez pas pour faire une perf. Non, non, c'était quand même dans le coin de ma tête. Mais bon, je voulais quand même qu'il ausculte mes poumons et tout parce que je toussais, j'étais enrhumée. Bon, je voulais pas que ce soit un Covid, etc. Donc j'y vais sans grande sensation et puis bon, j'avais quand même envie. Et puis passé 6 heures, je me dis bon, c'est pas ouf, mais ça va. Passé 12 heures, je me dis bon, allez, je vais au moins jusqu'aux 18 heures. Et puis en fait, bah, je continue à avancer, je continue à courir. Donc Est-ce qu'Hélène, à ce moment-là, tu avais des références? Est-ce que tu avais des marques qui te faisaient dire que tu étais en avance ou très en retard? non, je cours toujours aux sensations. Et puis ce que j'ai pas dit là dans mon petit résumé, c'est qu'en fait, il y a eu des trompes d'eau toute la nuit. Il y avait de la boue partout sur le parcours. Pareil, il y a eu plein d'abandons. Et finalement, je finis mon 24 heures avec le record de l'épreuve. Et ben, mon record perso, donc je suis presque à 217 km sur un parcours en fait en Bretagne. Donc il n'est pas plat, il monte et il descend. Et sur un parcours pas du tout propice en ayant été malade avant. Donc Et improbable. comment Je tu fais l'analyses deuxième ça au alors? scratch. Et comment tu l'analyses? Ouais, c'est une super perf, hein, deuxième au scratch, record personnel, avec pas juste de 500 mètres, hein, mais d'une dizaine de kilomètres, un peu plus d'une dizaine de kilomètres sur ta meilleure marque. Est-ce que tu as pris le temps d'essayer de comprendre? Est-ce que c'est une surcompensation? Ton corps a surcompensé par rapport à la maladie, justement, et ce regain qu'il a pu faire? Parce que la météo, la boue, toutes les conditions que tu nous as décrites sont plutôt des conditions qui t'empêcheraient de performer. Et toi, bah, tu as fait la meilleure perf. Alors, est-ce que c'est parce que l'épreuve est en fin d'année et justement, tu avais toute cette année de trail, d'entraînement et peut-être pas aussi de pression mentale et donc totalement libérée? Est-ce que tu as pu essayer d'avoir ta propre analyse sur comment cela a été possible? Oui, j'ai mes réponses. En fait, 2022, donc déjà 2022, enfin pour moi, c'était vraiment une année pas optimale pour la perf. J'ai eu des soucis, voilà, j'ai eu des soucis au niveau hormonal liés au stress. Enfin, voilà. Donc je savais que j'étais pas dans la meilleure des formes. Et par contre, 2023, ça avait bien commencé avec un bon éco-trail. Bon, je savais que je remontais la pente, que je trouvais un nouvel équilibre. Albi, bon, la chaleur a fait que j'ai pas pu faire ce que je pouvais, mais enfin, je savais que je pouvais faire mieux. Et j'avais juste la frustration de me dire, voilà, j'ai pas réussi, mais ça va le faire. Et j'ai aussi beaucoup travaillé, enfin, j'ai beaucoup réfléchi sur mes ravitaux et le 24 heures, au niveau de nutrition, il faut être hyper stratégique. Et là, par contre, pour le dernier 24 heures, j'ai vraiment peaufiné le truc et j'ai eu une hydratation et une nutrition parfaite entre guillemets, enfin qui me convenait. Donc du coup, j'ai pas eu de coup de pompe. Et du coup, j'ai pas eu de surcompensation par rapport à la maladie parce que j'étais encore enrhumée sur mon dernier 24 heures. Mais ce que ça veut dire, c'est que je peux encore faire mieux en étant en forme. Parce qu'en étant en méforme, du coup, je fais quand même un truc bien en ayant optimisé par contre nutrition, hydratation comme il faut. Donc je pense que j'ai fait des progrès en termes de stratégie. Maintenant, j'ai plus qu'à arriver sur un 24 heures en forme. Ouais, j'allais t'en parler justement de la nutrition. C'est l'impact, tu l'as dit, hein, quand tu fais du long comme ça, la nutrition doit être préparée. Il y a quasiment pas de tests sur cet événement-là et pas vraiment de choses imprévues, de ravitaux imprévus. Euh, Si tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui ont du mal à se visualiser ou à s'imaginer ce qu'est un 24 heures en dépense énergétique, quelle est la différence avec un trail, par exemple, on va parler du TMB juste après, mais quelle est la différence entre un trail et un 24 heures? Quel impact ça en termes de rythme, d'alimentation et donc aussi de risque digestif? Alors, donc, comme je disais, le 24 heures, en fait, on court tout le temps. Donc, au niveau risque digestif, enfin, les gens ont énormément de problèmes de diarrhée pendant un 24 heures parce que finalement, les intestins sont jamais, enfin, sont toujours, enfin, se mettent en mode ischémie et sont toujours finalement sollicités par les chocs, etc. Donc, il faut être hyper pointu là-dessus.
alors qu'en ultra trail, on peut marcher, enfin quand on mange, on peut marcher. Enfin, on a quand même des temps de pause. Alors que le 24 heures, voilà, c'est pour le corps, c'est très sollicitant. Et du coup là, en plus, comme il a fait froid, il a fallu que il faut aussi, comment dire, augmenter les apports parce que le froid fait qu'on dépense plus. Donc moi, j'avais misé sur du 300-400 kilocalories par heure d'effort. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais fait mes petits calculs. Donc, j'étais partie avec 3 boissons énergétiques différentes, qui avaient des apports différents, plus une boisson de récup. Donc, en fait, j'ai alterné les 4 boissons. Et du coup, j'ai cuisiné tout le reste. Donc, tout ce qui était facile quand on court tout le temps, en fait, il faut que ce soit facile à ingurgiter. Donc, j'ai cuisiné des flancs, j'ai cuisiné des muffins, je m'étais fait des sandwichs avec du pain viennois, enfin tout ce qui pouvait passer. Et j'avais mes petites astuces en cas de, voilà, s'il n'y a plus rien qui passe et que j'ai plus d'énergie. Un Kit Kat par-ci, un Kinder Bueno par-là. Et finalement, j'avais tout compté à l'avance. Et je savais que s'il y a un truc qui passait plus, je pouvais compenser par l'autre. Et je savais qu'en faisant ça, plus ça, par exemple, ça faisait 400. Un autre truc différent plus un autre truc différent, ça faisait 300. Donc en fait, je suis restée lucide pendant la course et j'ai réussi voilà, à dire à mon À assistance à composer. chaque fois, voilà, à dire là il me faut ça, là il me faut ça. Et mon pote qui était là, il m'a dit mais tu savais exactement. J'avais numéroté les sachets. En fait, je lui disais sachet numéro 1, sachet numéro 2. Il m'a dit mais t'es une tarée parce qu'en fait tu savais exactement. Et après, tu sais, c'est drôle parce que après on dit que dans l'ultra, ces gens-là sont maboules, tu vois, sont complètement fous et c'est drôle parce que bien au contraire, tout est, et tu le prouves encore en nous expliquant ta stratégie d'alimentation, euh, tout est, euh, tout est prévu et je pense que le homemade, effectivement, le fait de faire soi-même, c'est aussi de ta propre expérience. Là, tu nous as pas du tout parlé de gel. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous as pas du tout parlé de gel, de choses comme ça. Tu es vraiment sur des flancs, des cookies que tu as fait toi-même, du Kit Kat, de ce genre de choses. Donc ça, c'est impressionnant et on voit vraiment que tu avais l'expérience en tout cas. Et probablement, ça a fait partie aussi de la performance, hein. C'est l'accumulation d'expérience qui fait que ce jour-là, à cet endroit-là, le jour de tirage au sort en plus, toutes les conditions, si ce n'est météorologiques, étaient réunies pour que tu performes. Revenir sur l'expérience, en fait, ce qui est intéressant de faire et ce que je conseille aux gens qui débutent, c'est en fait, moi, après chaque ultra, je me note en fait sur les fins de course et tout, quand il n'y a plus rien qui passe, ce qui me faisait envie. Et finalement, avec l'expérience, donc je note ça dans un carnet et je sais que voilà, sur le prochain, il faut que je teste. Et donc, je teste parce qu'en fait, quand on a envie de quelque chose, c'est qu'on en a besoin. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis créé ma propre petite recette. Et finalement, sur le dernier, j'avais ma recette toute faite où je savais de quoi j'allais avoir envie, à quel moment. Et c'est ça qui a été drôle, c'est qu'en fait, là, tu te dis, c'est bon, je l'ai. Ma recette, j'ai la bonne. Donc, il n'y a plus que. Je vais essayer d'arriver en forme la prochaine fois. Et puis, en espérant que ça finisse par faire une jolie marque. C'est intéressant dans le cas des objectifs qui arrivent à toi en 2024 parce qu'effectivement, tu as toutes les composantes en termes d'alimentation. Maintenant, tu l'as dit, après, il y a la forme physique. Ça, c'est autre chose. Mais moi, ma question par rapport aux 24 heures, avant qu'on aille sur ta participation à l'UTMB en 2023, c'est qu'est-ce que l'expérience des 24 heures, comment est-ce que tu l'amènes sur le trail? Comment est-ce que les 24 heures influencent ton approche, que ce soit physique, mentale, stratégie d'alimentation? Comment ça influence tes épreuves trail? Euh, alors, c'est quand même pas la même discipline. Et justement, justement, et c'est vrai que ça peut être Ouais. intéressant que tu nous expliques parce qu'on l'a dit, les 24 heures sont une discipline à part entière. Il y a des gens qui ne font que ça, qui sont spécialistes. Toi, tu as la particularité d'être performante en 24 heures et de faire du trail. Comment ça influence? D'ailleurs, je pourrais aussi te poser cette question de cette manière-là, c'est qu'est-ce qui influence le plus l'autre? Est-ce que c'est les 24 heures qui ont le plus d'influence sur le trail ou est-ce que c'est le trail qui a le plus d'influence sur les 24 heures? Je pense que c'est le 24 heures qui a le plus d'influence sur le trail parce que, comment dire, enfin, pour moi, le 24 heures, c'est de la vraie course à pied, entre guillemets. C'est-à-dire que tu cours tout le temps. Le trail, c'est un mix, en fait, entre de la course à pied et de la rando en montagne. Donc, en fait, moi, ce que je reporte des 24 heures, c'est plus, voilà, ma stratégie nutritionnelle.
le fait de courir sur les parties roulantes, etc. Après, moi, ce que j'ai pas, la qualité que j'ai pas, parce que je ne peux pas la travailler par chez moi, c'est le plat pays, c'est je ne sais pas bien marcher en montagne. Je suis pas efficace, je suis pas économique comme je peux l'être en courant. Et ça, c'est ce qui fait que de toute façon, ça marche pas sur les trails en montagne. C'est que j'ai pas les qualités parce que je le travaille pas. C'est un petit peu dans ce que tu dis, ça me fait penser aux fameux coups de pédale qu'on peut avoir nous dans le cyclisme, hein, dans le vélo, effectivement, les rouleurs, les grimpeurs, et on dit des grimpeurs qui c'est un coup de pédale et c'est un effort Mm, mm. totalement différent. Et quand t'es pas, même si tu es très puissant ou très léger, si tu n'as pas l'habitude de grimper un col de haute montagne, la première fois que tu vas te confronter à lui, bah, tu vas tout de suite comprendre que c'est un coup de pédale et un rythme très particulier. Donc je peux comprendre ce que tu dis probablement en termes de la foulée, de comment tu te positionnes, comment tu positionnes tes appuis. Je peux comprendre ce que tu veux dire. Ouais. Mm. Et c'est marrant enfin, qu'on parle de ça parce que je me faisais la réflexion, je sais pas, il y a 2, 3 jours en courant et si je devais te donner une image, parce que je suis une grande passionnée de musique et avant le sport et en fait, pour moi, en fait, le 24 heures, c'est une symphonie hyper harmonieuse, très fluide. Donc j'arrive à trouver ma cadence et ma mélodie. Et en fait, ce que je me disais l'autre jour, c'est qu'en fait, donc l'ultra trail en montagne, pour moi, c'est un peu comme le jazz. Et j'aime pas trop le jazz pour tout avouer. Et en fait, pour moi, quand je suis sur un ultra trail, j'ai pas encore trouvé l'harmonie là. C'est un peu trop cacophonique. C'est-à-dire que je trouve pas mon rythme en montée, je suis pas assez souple dans les descentes. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que quand t'aimes courir, c'est cette fluidité qui est hyper agréable et qui t'amène du plaisir. Et j'arrive pas à avoir le plaisir que j'ai sur un 24 heures, sur un trail en montagne. Sur un trail roulant, oui, mais et en fait, ce qui me manque, c'est de saisir, euh, Le bon rythme, en fait, le bon tempo. oui, Ouais, je vois ce que tu veux dire. et j'aimerais bien le saisir un jour parce que du coup, c'est frustrant, mais un jour, je trouverai ma musicalité là-dessus. Non, mais c'est une bonne. Franchement, j'aime beaucoup l'image. Je comprends. Là, c'est vrai que je comprends tout de suite ce que tu veux dire pour la simple et bonne raison que moi, au bout d'une demi-heure, quand j'essaie de faire de la course à pied, bah, je ne trouve pas ce rythme-là. Tu vois, je ne trouve pas le tempo et au bout d'une demi-heure, je suis toujours en souffrance depuis des années. Alors, est-ce que je cours trop vite ou est-ce que tout simplement je ne sais pas courir, hein. Je pense que ceux qui m'écoutent depuis 5 ans au micro du podcast Ultra Talk doivent déjà avoir entendu l'histoire, mais j'ai essayé plusieurs fois de courir et au bout de 30 minutes, je suis en souffrance parce que je comprends parfaitement ce que tu dis, à ne pas trouver sans aller sur le flow, hein, mais à ne pas trouver le rythme dans lequel je prends le plaisir, comme tu peux avoir en cyclisme ou en fonction de ton braquet, bah, tu peux discuter avec la personne qui t'accompagne, tu es dans un déroulé, en fait, tu enroules ton braquet de manière assez confortable et là tu peux prendre du plaisir. Eh bien, en course à pied, je ne l'ai jamais trouvé. Donc je comprends parfaitement ce que tu veux me dire, toute proportion gardée. Et puis j'aimerais, Hélène, qu'on aille maintenant sur les... Sauf si tu as autre chose à rajouter sur les 24 heures, j'aimerais qu'on aille sur l'UTMB 2023 Mhm. et que tu nous partages cette expérience qui n'a pas forcément été très très bonne de ce que j'ai pu lire, même si effectivement tu as terminé. En tout cas, on parlait de souffrance, hein, de ce que je vis moi quand je cours. Ça a été quand même beaucoup plus compliqué que ce que tu l'avais imaginé. Oui, après, quand on se lance sur un ultra, de toute façon, on ne sait jamais On à quelle sait, sauce on oui, va c'est être clair. mangé. On sait que ça va pas se passer toujours comme tu l'as prévu. C'est la seule certitude que tu peux avoir. On peut visualiser et se créer son petit rêve et se dire que ça va super bien se passer et tout. Et d'ailleurs, vaut mieux. Mais faut aussi se dire que ça peut aussi pas très bien se passer et mettre des stratégies en place dans ces cas-là. Et déjà, le départ a été assez Alors, je voulais curieux qu'on pour en parle. moi. Voilà, je voulais qu'on c'est pour ça que je t'arrête tout de suite parce que je savais pas si tu allais tout de suite aller dans la course. Moi, j'ai lu ton récit d'aventure sur, sur justement l'UTMB alors c'est vrai, moi ça fait 2 années. Alors cette année malheureusement je ne pourrais pas aller sur l'UTMB parce que nos Race Cross Series se développent au Canada et je vais donc être à Montréal. Mais les 2 années passées, j'ai été la semaine de l'UTMB, hein, mais j'y vais pas le vendredi soir pour le grand départ, mais j'y vais le mardi, le mercredi généralement. Et à cette place, effectivement, tu sens cette ferveur et tu sens que tout le monde est content d'être là. Et bien, toi, tu l'as vécu différemment. Cette attente, ce monde, ce fait de se sentir parqué au départ. Parle-nous de ça. Oui, alors c'était vraiment particulier parce que d'autant plus que j'ai fait l'OCC
le départ, je l'avais super bien vécu. La CCC, c'est pareil. Et en fait, là, je m'y attendais pas du tout. J'attendais donc dans l'espèce de sas élite qu'ils ont fait. Et en fait, au moment où nous, on a dû y aller, donc sur le devant, déjà derrière, ça poussait un peu. Et en fait, je me suis retrouvée un peu écrasée. Et donc, du coup, j'étais pas loin en plus d'une grosse enceinte. Donc, le bruit, il crachait. Enfin, c'était vraiment pas joli à entendre. Et en fait, en regardant un peu en hauteur, parce que bah, je voulais me mettre un peu dans ma bulle et faire abstraction de toute la foule qui m'écrasait autour de moi. Et en fait, je me suis focalisée sur, enfin pas focalisée, mais sur les militaires en haut avec leurs mitraillettes, et j'ai trouvé ça assez étrange en fait. J'avais vraiment l'impression d'être dans un piège où justement on allait se faire shooter par. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper oppressant, pardon. Et c'est un événement qui prend tellement d'ampleur. Enfin, du coup, je trouve que ça, pour moi, ça a perdu un peu de sa préciosité, entre guillemets. Et du coup, le fait de me retrouver avec plein de gens, alors que moi, j'aime pas la foule. Si je cours en montagne, c'est justement pour être au calme et me sentir libre. Là, c'était tout autre chose. Enfin, c'était vraiment, si t'es claustro, laisse tomber, quoi. Ouais, ça t'a sorti un petit peu du bonheur de l'événement quelque part, quoi. Quelque part la finalité pour beaucoup. Ouais. Ah ben, pour moi, si tu me demandes de décrire l'enfer, c'était ça, hein. Ah ouais, Honnêtement, me retrouver écrasée par des gens avec des militaires autour, enfin, il y avait rien de chouette dans ce départ. Pour moi, encore une fois, il y en a apparemment qui ont trouvé oui, ça oui, c'est ton vraiment magique et expérience. Oui, tout. oui, c'est ton expérience personnelle, effectivement. Mais honnêtement, un départ de western où on va être 350, là, je sais que c'est plus quelque chose qui va me plaire. Là, pour le coup, enfin, voilà. Après, j'étais pas forcément j'étais peut-être voilà dans des dispositions un peu particulières avant l'UTMB. Il y avait beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant, donc ça m'a peut-être mis dans ce conditionnement-là. Pourtant, j'étais sereine avant, mais voilà, la fatigue accumulée, etc., a fait que le départ était un peu bizarre. Alors c'est vrai que moi je suis pas sur site, mais du coup je suis le live comme tout passionné d'outdoor, et c'est vrai que le départ, alors moi je trouve que les départs, certes, alors tu vois cette population, ce monde qui va probablement entraîner les organisateurs à réfléchir à comment faire en sorte que les premiers kilomètres soient sécures pour les participants, parce qu'il y a un monde qui est juste incroyable, et ça part à une vitesse. Alors moi, c'est vrai que j'hallucine à chaque fois, mais ça part à une vitesse folle, et la particularité, la différence qu'il y a dans le trail, et notamment l'UTMB, parce que je suis un petit peu les autres courses, mais principalement l'UTMB à Chamonix, c'est que les positions en tête changent à une vitesse que nous n'avons pas dans l'ultra-distance vélo. C'est-à-dire que dans l'ultra-distance vélo, ça peut être un incident mécanique ou une très grosse défaillance qui vont faire que les positions vont changer. Mais généralement, sur une épreuve qui peut faire 8-9 jours dans le vélo, au bout de 12, allez, 24 heures, on va dire que derrière, les positions ne changent pas beaucoup. Peut-être les écarts, mais pas les positions. Alors que dans le trail, tu suis les 2-3 premières heures, les changements de leader et les écarts qui se sont creusés sont assez impressionnants. Moi, à chaque fois, ça me bluffe. Et comment se passe pour toi? Donc là, tu nous as parlé de l'avant-départ, le fait d'être sur cette place à attendre avec une musique effectivement très très forte pour faire monter le palpitant, mais ce qui n'était pas le cas pour toi. Mais généralement, c'est ce qui se passe. Comment se sont passés les premiers kilomètres et l'entrée dans la nuit? Bah, du coup, après ce départ un peu bizarre, moi j'avais qu'une envie, c'était me retrouver dans la montagne et qu'il n'y ait plus personne autour. Parce que là, tu peux pas te dire, allez, je les laisse passer et je pars après. Tu vois, parce que c'est tellement long, il y a tellement de monde que tu es obligé de composer avec, quoi. Non, et puis les premiers kilomètres, il y avait une foule, enfin, du jamais vu, hein, les gens qui criaient et tout, et c'est vrai que du coup, je cours pas vraiment pour ça. Bref, les premiers kilomètres, ouais, c'était pas terrible, et par contre, une fois arrivé au calme, là, du coup, c'était cool. Après, j'avais pas la forme des grands jours, et très honnêtement, je visais rien, hein. L'UTMB, pour moi, le but, c'était de finir. Après, j'aurais aimé finir avec un meilleur chrono, entre guillemets, mais je vais jamais à la montagne, donc voilà, je peux pas, enfin, je pouvais pas prétendre à grand-chose. Mais j'espérais quand même faire une meilleure course. Donc, bah, après, ce qui s'est passé, c'est que, si je vais la faire courte, hein, parce que je vais pas raconter tout ce que j'ai mis dans mon résumé, mais
En fait, sur ma prépa, j'avais fait, c'est là où je me suis dit que l'erreur était peut-être là. J'avais fait maxi 2000 de dénivelé en une séance, donc 2000 de D- aussi en une séance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant donc à mi-parcours à Courmayeur, enfin, les dernières descentes ont vraiment laissé des traces et je me suis liquidé un genou, comme on dit. Et je pouvais plus, enfin, le fait de poser le pied par terre en descente, c'était vraiment hyper douloureux. Donc, ce que j'ai fait, c'est en arrivant au ravito à Courmayeur, je me suis changée, je me suis posé la question de savoir si je continuais parce que vraiment, j'avais vraiment très mal. Je me suis dit, bon, voilà, tu te changes, tu manges. Et puis, au pire, quand, là où tu peux pas courir, tu marches, mais tu finis. Ça a été un investissement énorme, cette préparation. Tu le dois aux gens, voilà, à ton coach, aux gens qui t'ont, parce que j'avais fait une cagnotte du coup pour financer ma saison l'année dernière, aux gens qui te soutiennent, aux Donc là, en gens. fait, ça a un peu basculé. C'est-à-dire que là, tu ne l'as plus fait pour toi, mais quelque part, tu l'as fait pour les autres. Non, pour moi aussi, mais je veux dire, enfin, quand je dis je le dois aux autres, je me le dois à moi déjà. Enfin, en premier, enfin, Bien je veux dire, on sûr. fait pas les choses pour les autres, mais en second lieu, je le dois aussi pour les autres. Mais je me le devais par rapport à la prépa que j'ai faite et par rapport à toute l'évolution que j'ai eue cette année. Et d'autant plus, je le devais à mon coach qui m'avait fait un bon plan, la saison qui a été financée par les gens qui me suivent, etc. Et en fait, ce qui s'est passé d'assez énorme, c'est qu'en repartant, donc en ayant bien mangé, en m'étant changé et tout, j'entends, hé Martine, c'est toi? Et là, je lui dis, je me retourne et je dis, salut, c'est qui? Et du coup, c'était donc un de mes super followers sur Instagram. Et on commence un peu à papoter. Il me dit, bah ça va, ta course et tout. Et là, je lui raconte pour mon genou et tout. Et puis finalement, je lui dis, bon, je vais essayer et tout. Et finalement, on voit qu'on court à peu près sur le même rythme et tout. Bon, il y a juste les descentes où je traîne un peu la patte, mais finalement, on est à peu près sur le même rythme. Et ce qui va se passer, c'est qu'on finira, donc on fera la moitié de la course ensemble, parce qu'on était voilà, dans le même état. Lui, c'est pareil, il visait autre chose, mais finalement, il n'était pas en forme. Et ce qui a été vraiment top, c'est que moi, du coup, j'avais pas d'assistance, donc j'étais venue toute seule. Et donc lui, il avait deux amis à lui, plus sa moitié qui était là. Et en fait, plutôt que de vivre ma course toute seule, en fait, au ravito, du coup, je voyais sa copine qui était trop sympa, ses deux potes, du coup, qui nous encourageaient. Et du coup, quand on est arrivés tous les deux sur la ligne d'arrivée, j'aurais dû être toute seule et pas avoir d'accueil puisque personne n'était là pour moi. Et en fait, j'étais hyper contente de les retrouver. On a papoté enfin, après et tout. Et en fait, ma course, elle aurait vraiment été différente si c'était pas passé ça. Et je pense qu'en fait, c'était bien que ce soit comme ça parce que du coup, ça m'a fait chaud au cœur. C'était chouette de partager ça avec quelqu'un. Tous les deux, on s'attendait à une autre course et finalement, le fait que ça a été partagé, je trouve que c'est ça qui est beau dans l'ultra. C'était pas une expérience, enfin, pas une aventure toute seule. Du coup, c'était une aventure à deux, mais finalement qui était vraiment chouette. Ouais, c'est beau comme tu le décris. Ouais. C'est aussi ça l'ultra. Effectivement, il n'y a pas que la performance, c'est les rencontres, les imprévus et parfois les deux s'entremêlent. Et comment tu vis les derniers mètres dans Chamonix justement qui t'amènent sur cette mythique ligne d'arrivée? Est-ce qu'on intellectualise ce qui se passe? Est-ce que c'était juste du plaisir? Tu avais été au bout de ton objectif? Comment tu as vécu alors il y a aussi probablement le dernier sommet, la descente qui fait que tu réalises que tu vas terminer, que tu vas le faire. Mais quelles ont été les émotions qui t'ont traversé sur ces derniers mètres? Ouais, les dernières descentes, c'était plutôt drôle parce que et donc JC qui était avec moi, il en avait ras-le-bol et donc du coup, moi ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est comme sur mon dernier 24 heures en fait où il y avait quelqu'un de l'équipe de France, mais il en pouvait plus et et du coup ce que j'aime bien c'est motiver les autres et là du coup enfin ça a été pareil, c'est que JC à chaque fois je lui disais mais t'inquiète c'est pas long. Et là, c'est pas technique, t'inquiète, ça va le faire, ça va passer tout seul et tout, on est bientôt arrivé. Et je faisais que de lui mentir. Et à chaque fois, il était là, mais tu te fous de moi, franchement. Mais non, mais ça a été drôle parce que du coup, en fait, du coup, pour moi, c'est passé vite parce que je passais mon temps voilà, à essayer de trouver des petites diversions. Et finalement, l'arrivée tous les deux, ça a été chouette parce que on était contents de nous, on était contents d'avoir fini. Et puis voilà, on s'est checké à la fin, c'était fort. Enfin, donc après l'arrivée, ça m'a pas collé les frissons comme à d'autres courses parce que finalement,
l'effort était pas, comme je te disais, en fait, sur un 24 heures, l'effort, il est vraiment au max. Tu cours tout le temps, tu finis, t'es déboîté, et j'adore ce dépassement là. Et là, en fait, comme du coup, j'ai dû marcher dans pas mal de descentes et tout. En fait, il me manquait ce truc où, ouais, j'ai tout donné. J'ai pas pu tout donner à cause de mon genou, donc j'ai pas eu les frissons de l'accomplissement, mais c'était une autre forme d'accomplissement. Ouais, je comprends, je comprends. Mais c'est vrai que c'est un beau témoignage que tu livres sur un moment qui aurait pu être difficile et au final, tu as pris beaucoup de plaisir dans cette réalisation-là. Et puis on va basculer sur 2024 où là, bah, c'est le big projet, hein. C'est vraiment la western. Donc, alors déjà, on va parler de la western et de pourquoi tu as eu l'idée et l'envie surtout d'aller là-bas. Après, tu nous expliquais que c'était sur Calif, enfin sur Calif et sur loterie surtout. Et tu as été tiré au sort. Mais avant ça, durant l'hiver, il y a eu un changement d'équipementier, c'est-à-dire que tu as changé d'équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, nous parler de ce changement d'équipementier aujourd'hui, quel est ton rôle et comment tu travailles avec ton nouveau partenaire? Oui, alors la fin d'année était un peu houleuse, on va dire. Donc j'ai été 2 ans chez Salomon et la dernière année a été un peu particulière parce que il y a des projets auxquels j'ai pas pu participer parce que du coup je pouvais pas faire garder ma fille. Enfin, ça a créé, je pense, une certaine frustration du côté de certaines personnes chez Salomon. Et après, je tiens à préciser que j'ai de très bons contacts avec la plupart des gens chez Salomon. Après, je pense qu'il y a eu, voilà, un peu, enfin, je pense qu'il y a une ou deux personnes enfin, comment dire, qui n'ont pas été Et ça respectueuses. Enfin, tombait. bon, bref, Ouais. je vais pas rentrer dans les détails. Et donc, du coup, voilà, il y a eu quelques événements qui ont fait que je voulais plus y rester. Et en fait, ce qui est un peu dommage dans cette histoire, c'est que, bon, la directrice marketing m'avait dit, on va se trouver un moment pour discuter, on reparle de ton contrat, etc. Et moi, j'attendais un peu ce moment-là pour qu'on discute et puis pour dire que j'avais pas forcément envie de rester, d'autant plus que Jean-Michel Fort-Vincent partait de chez Salomon et que moi, c'était mon gros coup de cœur de chez Salomon et c'est lui qui m'a donné envie d'y rentrer. Et ce qui a été dommage, c'est qu'en fait, bah, la fin a été vraiment moche parce qu'en fait, bah, j'ai reçu une notification WhatsApp euh, qui disait vous êtes retiré du groupe d'ambassadeur Salomon Nord. Donc j'ai été supprimée du groupe par le responsable ambassadeur Nord sans une explication ou un mot, etc. Donc quand tu es investi pendant 2 ans pour une marque et que t'as montré patte blanche entre guillemets et que voilà, t'as fait le taf. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très irrespectueux et encore une fois, c'est une personne, voire deux, qui sont mises en cause, mais voilà, il y a plein de gens qui bossent et qui font un travail super. Et voilà, voilà, Et est-ce que depuis Hélène, oui. tu as eu l'occasion d'échanger de ça avec les personnes que tu appréciais dans la marque, ou est-ce que c'est resté comme ça et c'est une frustration? Non, j'ai eu beaucoup parce qu'en fait, bon, alors je voulais pas faire de polémique, donc j'avais juste mis une petite story en fait sur Instagram en disant au revoir Salomon, voilà, et, enfin, j'ai écrit un petit truc un peu poétique pour dire que bah, qu'il y avait plein de gens que j'appréciais, mais que du coup c'était fini. Et en fait, les gens, il y a beaucoup de gens de chez Salomon, enfin j'ai eu beaucoup déjà de messages de soutien et beaucoup de gens de chez Salomon qui m'ont envoyé un message en me disant c'est vraiment hyper dommage pour Salomon, tu représentais voilà de belles choses, de belles valeurs et j'ai eu beaucoup de messages de soutien, enfin que des messages de soutien d'ailleurs. Et du coup, enfin c'est vraiment chouette parce que finalement, voilà, j'ai pas pu dire au revoir, mais comme je voulais, mais finalement j'ai pu, voilà, j'ai des personnes qui m'ont témoigné leur amitié, leur soutien, et donc du coup, ça a fait d'un truc pas chouette un truc vraiment chouette. Donc c'est cool finalement. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien que tu l'expliques, que tu l'exprimes comme ça. Et parle-nous de ton nouvel équipementier, de ta nouvelle équipe, comment ça se passe derrière, avec qui tu collabores cette année? Alors du coup, après Salomon, je m'étais dit, voilà, j'ai plus envie d'avoir de partenariat. Enfin, honnêtement, enfin, là, j'en parle, tu vois, avec le recul, mais quand j'ai reçu cette notification WhatsApp, j'en ai parlé à personne déjà, et j'ai eu 10 jours où j'étais, tu sais, en moi vraiment profondément choquée, et je me suis sentie comme une merde entre guillemets, c'est-à-dire que
enfin, tu te dis, on te considère pas, pendant 2 ans, tu t'investis. J'ai trouvé ça hyper dur. Et finalement, bon, j'ai fini par en parler et voilà, mais du coup, je m'étais dit, voilà, les partenariats, c'est fini. Enfin, je suis quelqu'un quand même de Oui, c'est plus vraiment. comme ça que tu les concevais. En tout cas, c'est pas comme ça que tu concevais le partenariat, quelle que soit la marque. Ouais, je m'étais dit, bah voilà, maintenant, c'est solo. Et finalement, j'ai eu un message, donc de quelqu'un de chez Wise, donc la cofondatrice, qui avait vu ce message par rapport à Salomon et qui avait, c'est un peu grâce à toi, du coup, parce qu'elle avait écouté mon premier Eh podcast. bien, écoute, on la salue, on la salue. Si elle a des athlètes, qu'elle n'hésite pas, hein. Et du coup, elle m'a dit que voilà, mon profil lui plaisait et que du coup, si elle avait pas que si j'avais pas de partenariat, du coup, qu'elle aimerait bien qu'on discute. Et puis finalement, la marque étant super cool, éco-responsable, etc., je me suis dit, bon, bah, je vais quand même essayer de voir ce qu'ils ont à me dire. Et puis finalement, on a discuté donc avec le cofondateur sa moitié et quelqu'un de très sympa, etc., qui m'a proposé du coup de m'envoyer du matos. Et puis j'ai testé et j'ai été vraiment bluffée par le matos, par la qualité. Et je me suis dit, bah, allez quoi, enfin, il y a rien qui fait que ça peut me rebuter. Donc, bah, on y va. Et puis finalement, je suis très contente d'avoir signé donc chez Wise, qui est une marque éco-responsable, qui est basée à Annecy, et qui fait vraiment du bon matos et qui se décarcasse pour trouver des solutions, voilà, pour faire un matos et éco-responsable et technique et performant. Donc c'est cool. Génial. Ben, écoute, on les salue, mais c'est important que tu nous expliques comment tu collabores, parce que je sais que le matériel est important dans la course, dans le trail, et voilà, je voulais en tant qu'athlète quand même, hein, tu l'as dit, tu es parti dans le satellite sur l'UTMB, donc voilà, il y a quand même des performances derrière, donc c'est important que tu nous partages aussi comment est-ce que tu collabores et le changement de pavillon et la western. Alors pourquoi la western? Qu'est-ce qui fait tant rêver les trailers, les personnes qui font de la course comme ça dans les sentiers? Ça représente quoi la western state pour toi, Hélène? Alors, pour moi, il y a différentes choses. Déjà, la première chose, c'est que c'est une course hyper intimiste. Donc, il y a 350 personnes au départ. Est-ce que c'est le maximum? Est-ce que enfin, il y a jamais eu plus de 350 personnes? Je ne pense pas. En fait, aux États-Unis, les courses sont toutes un peu comme ça. Ils aiment bien. En fait, il y a vraiment ce côté familial. Donc c'est ça qui m'a attirée déjà. Et ensuite, je voulais vraiment faire une course aux États-Unis. Et là, bon, c'est encore une question de symbolique, mais en fait, Andy, donc mon premier amour, qui est décédé d'une leucémie, était basketteur professionnel. Et son rêve, et d'ailleurs, il avait été pris par une université aux États-Unis, donc c'était d'aller aux États-Unis. Et on devait, à la base, tous les deux, partir vivre aux États-Unis. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait cette course qui était complètement atypique parce que bah, du coup, elle se fait dans des énormes chaleurs. Enfin, il y a plein de choses. Tu passes par une rivière et tout. Enfin, elle m'a botté. En plus de ça, c'était aux États-Unis, donc j'avais envie d'y retourner. Voilà pour ça aussi. Et en plus de ça, ce qui est assez drôle, c'est que donc j'ai recouvert la cicatrice de ma tumeur à la hanche il y a quelques années par une panthère, enfin une espèce de puma. Et quand j'ai vu en fait l'espèce de sigle donc de la Western States, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait c'est une panthère ou un puma d'ailleurs, je sais pas, je fais pas trop la différence entre les deux. Et du coup, dans ma tête, enfin tu vois, dans mon parcours, trouvé tellement de signes et tellement de choses qui ont fait que c'est pas un hasard. Je me suis dit, celle-là, elle est pour moi. Enfin, C'est un signe de plus. voilà. Mais c'est vrai que cette épreuve, effectivement, est la course d'endurance de 100 miles la plus ancienne au monde. Elle a été créée il y a plus de 50 ans. Enfin, oui, il y a 50 ans, et c'est le 50e d'ailleurs anniversaire, hein, je crois. Bah oui, c'est ça, c'est le Oui. 50e anniversaire pour ta participation, donc c'est un signe de plus. Donc c'est, comme tu l'as dit, 350 participants, quand tu vois le nombre de personnes qui probablement postulent, ça doit juste être incroyable, d'où le système de loterie. Et elle aura lieu donc dans quelques mois maintenant, hein, au moment où cet épisode est enregistré et au moment où l'épisode va être diffusé, ben, on sera probablement à 2 mois et demi maximum de l'événement. Donc est-ce que tu as mis en place une stratégie dans ta préparation spécifique pour cette épreuve? Est-ce que j'ai mis en place une stratégie? Bah,
En fait, j'ai un peu décidé de ma saison en fonction de mon objectif principal de performance. Et pour moi, la western, c'est plus une aventure en soi qu'un objectif de performance. Mon gros objectif, plus axé sur la performance, on va dire, parce que bon, je vais avoir 42 ans, donc performance, c'est un grand mot. Mais en fait, ce sera donc un 24 heures à la fin de l'année pour me qualifier pour les championnats du monde en 2025. Donc en fait, ma saison, elle est oui, enfin, mon début de saison est axé sur la western, mais tout en gardant comme. Comme objectif prioritaire, les 24 heures. Ok. Donc en fait, je me fais un mix, mais en me disant que de toute façon, il faut que je développe certaines qualités pour le 24 heures. Finalement, c'est plutôt complémentaire. Il faut juste que je bosse un peu un peu plus le dénivelé là, mais c'est pas forcément évident chez moi. Mais bon, finalement, comme c'est un trail assez roulant, les préparations sont pas si différentes. Ouais, alors c'est vrai que j'ai vu le profil de l'épreuve avec un départ à quasiment 2000 mètres d'altitude parce qu'en fait c'est pas une boucle, hein, c'est d'un point A vers un point B. Oui. Et effectivement, ça a l'air assez. Alors toi tu l'appelles roulant, mais ça a l'air assez descendant. C'est-à-dire qu'on part à 2000, on a effectivement une ascension, puis après c'est des petites ascensions. Bon, effectivement, on finit quasiment au niveau de la mer. Ça peut sembler facile, mais il y a quand même 100 miles à faire, hein. Donc, ma question, c'est est-ce que tu as mis en place, alors tu nous avais dit que c'était pour toi plus une aventure qu'un objectif, mais c'est une course où il faut être assisté. Donc, quelle logistique tu as mis en place pour cet événement? J'ai vu cet hiver que tu avais mis une cagnotte en place. Alors, est-ce que la cagnotte est toujours ouverte? Si elle ne l'est pas, je t'encourage à l'ouvrir, parce que je pense que suite à l'écoute de cet épisode, tu peux avoir quelques nouvelles personnes qui t'accompagnent dans ce projet. Mais quelle logistique tu as mis en place pour ça? Alors, déjà, oui, effectivement, c'est un peu plus descendant parce qu'il y a 6000 de D+, et 7000 de D-. Voilà, donc on part en haut et on arrive. On parle de la Squaw Valley, on arrive à Auburn, sur le stade en Californie, pour ceux qui connaissent pas. Après l'histoire, c'est bien de se documenter un peu sur sur la course parce que c'est une histoire en fait. Avant, c'était plus une épreuve pour les cavaliers. Et en fait, l'histoire, c'est un peu qu'il y a quelqu'un qui a dit, voilà, je peux en 24 heures rallier la Spo Valley à Auburn. Je te prouve que, et finalement, c'est comme ça que c'est devenu une course, en gros, hein. Et donc, du coup, pour tout ce qui est logistique, alors effectivement, donc après, quand j'ai appris que j'étais tirée au sort pour la Western début décembre, là, je me suis dit, bon, ok, je savais que j'allais plus avoir de partenaire, entre guillemets. Donc, je me suis dit, bon, concrètement, une aventure qui coûte un bras. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai lancé une cagnotte Litchi direct. Et en me disant, voilà, enfin, tout ce qui est pris, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement. Donc elle est toujours ouverte, hein, parce que pour te chiffrer un peu le truc, là j'ai pris les billets d'avion, donc je pense que les gens se rendent pas forcément compte. Donc j'emmène ma fille avec moi, Ah, génial, génial. rien qu'en billet d'avion, donc tu en as pour 2000 €. Et en fait, au niveau des logements, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi exorbitant. Et là, j'ai regardé un peu les B&B et du coup, bah, t'en as pour 300-400 € la nuit sur place. Enfin, c'est assez ouf. Et bon, du coup, c'est un voyage. J'emmène ma fille aux États-Unis, donc je vais pas partir qu'une semaine. C'est un peu ridicule. Puis avant la course, ce serait bien que je m'acclimate aussi à la chaleur. Donc on part 15 jours. Donc finalement, c'est une course voilà, qui nécessite au moins 5000 €. Tu as le dossard, bon, qui coûte 460 €, mais bon, ça, après, c'est moins cher qu'un UTMB. Donc voilà, donc c'est assez énorme. J'ai quand même récolté plus de 3000 € via la cagnotte jusqu'ici, donc c'est top. Honnêtement, les gens. Puis j'ai eu, sans parler de l'argent, mais j'ai eu vraiment des messages, voilà, des gens avec qui j'avais jamais communiqué, qui m'ont envoyé voilà, des super messages de soutien. Donc c'est super chouette. Donc la cagnotte est toujours ouverte. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le lien, Hélène? Donc c'est sur mon compte Instagram, sur le lien où il y a le podcast, Ok. le lien qui est dans la bio. Ok, Après, je parfait. m'attends pas forcément à avoir plus parce qu'il y a pas mal de gens qui ont participé déjà, mais bon, après, s'il y en a qui veulent toujours participer, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est un énorme budget et c'est le voyage d'une vie. C'est pas un voyage que tu fais tous les 4 matins.
pour moi, c'est mon dernier gros rêve d'ultra trail. C'était, comme tu l'avais dit dans le premier podcast d'ailleurs, c'est mon échéance ultime, on va dire. Ouais, c'est en fait, juste avant que tu le dises, j'allais te poser la question, c'est qu'est-ce que... Alors, c'est pas qu'est-ce que tu vas chercher, mais est-ce que tu t'attends à ce que cet événement t'apporte une émotion particulière? Qu'est-ce que tu t'attends que ça te procure comme émotion? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu vas faire un événement comme celui-ci, alors certes, il y a le fait de l'avoir fait, d'être au départ, en espérant être à l'arrivée, mais est-ce que tu as une attente particulière vis-à-vis de cet événement? Ou tu veux juste le faire? Et comme tu l'as dit derrière, ben, on verra de quoi demain sera fait, mais quelle est ton attente par rapport à cet événement? Qui est quand même un événement mythique, hein. Déjà, c'est l'occasion de partir avec ma fille, donc je suis super heureuse de pouvoir le faire parce que bah, quand t'es maman solo, les vacances, j'ai envie de te dire que tu dois t'asseoir un peu dessus. Financièrement, je peux pas forcément l'emmener en voyage. Donc là, la cagnotte, enfin, c'est chouette de pouvoir lui faire vivre ça grâce au sport, entre guillemets. Et donc déjà, le premier objectif, c'est de profiter avec ma fille. Le deuxième, donc, c'est de finir la course parce que elle se fait, comme je te disais tout à l'heure, la chaleur est assez énorme. Donc je risque d'avoir des 50 degrés, etc. Donc la finir. Et les émotions, bah, après, on verra. Après, tu sais, les Américains, ils sont très... Enfin, moi, le souvenir que j'en ai, parce que j'ai été pas mal aux États-Unis, il y a quelques années, ils sont très... c'est l'esprit de famille, l'esprit de... Enfin, ils ont un... Comment dire, par rapport au sport, ils sont beaucoup plus, comment dire, le sport a une importance supérieure à la nôtre. Enfin, je trouve que je sais pas comment dire, ils vivent les choses. Enfin, tu vois, déjà, quand tu vois la Barclay et tout, enfin, une ambiance particulière. En fait, j'ai vraiment envie de m'imprégner de cette ambiance un peu américaine, très familiale. Bah, le lien avec le sport, on peut pas comparer avec ce qu'on vit chez nous parce que c'est culturel en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même lien avec le sport, avec la notion de l'effort et avec la reconnaissance de l'exploit réalisé. C'est-à-dire un finisher de la Western ou de la Barclay, bah, on le voit bien avec la Barclay notamment, ça prend une proportion et cette personne-là, même si elle retourne sur l'événement 5 ou 10 ans plus tard, on va la reconnaître, on va lui parler, enfin, il y a un vrai respect de tout ça. Je pense que c'est vraiment culturel. Le sport aux US, c'est un moyen de s'élever. Aujourd'hui, tu peux avoir des bourses dans les plus grandes universités. Enfin, c'est une autre... c'est même pas comparable, en fait. On peut même pas comparer, tu vois. C'est même pas comparable. Donc du coup, ouais, la Western, c'est un peu pour emmener Andy une dernière fois avec moi sur un terrain Génial. de jeu qu'il aime. Donc voilà, ce sera la dernière page de ce livre-là. Bon, on va suivre ça. Donc tu verras nous raconter ça après 2025, hein, parce qu'effectivement, si l'objectif c'est de se qualifier pour les championnats du monde des 24 heures, on va laisser tourner toutes ces aventures et puis on se reparlera plus tard. Mais en tout cas, ouais, la Western, c'est juste quelque chose d'exceptionnel quand on fait la discipline que tu pratiques. Ça doit juste être. Est-ce que tu l'attends avec impatience ce moment-là? Est-ce que là, on est à quelques mois? Est-ce que tous les jours, tu as une pensée sur cette épreuve ou tu prends les choses avec plutôt beaucoup de détachement? Bah forcément, j'ai hâte. Après, enfin, je réalise, tu vois, la chance que j'ai parce que il y a des gens, ils attendent 10 ans avant d'être tirés au sort C'est vrai. et je vais avoir 42 ans cette année. Et il y a un moment, je me suis dit, bah, c'est pas possible, je serai pas tirée au sort. Et après, si je suis tirée au sort, je serai trop vieille, entre guillemets, pour être en bonne forme. Et là, du coup, je suis contente que ça arrive là maintenant. Enfin, c'est une grande chance que j'ai eue que d'être tirée au sort. Donc déjà, je savoure le fait d'avoir ce dossard. Après, bah, j'espère juste que la vie fera que je pourrai prendre le départ parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se On ne passer. sait Donc, jamais. j'ai Est-ce que forcément tu hâte sais, d'y être. est-ce que tu sais, Hélène, comment se fait le tirage au sort? Comment se fait la loterie? Est-ce que c'est un quota de nationalité? Est-ce que c'est un quota homme-femme? Est-ce que c'est un quota d'âge? Ou est-ce qu'il n'y a pas de quota du tout? Est-ce que, comme ça, tu as des choses à nous partager sur cette loterie? En fait, donc, moi, quand je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais deux tickets. Donc, ça veut dire que j'avais déjà tenté une fois. Donc, quand tu as deux tickets, c'est deux tentatives. Et en fait, ils mettent un certain nombre de dossards par ticket. Donc, il y en a qui en ont deux, trois, quatre. Je te dis, il y en a qui ont attendu 10 ans. Donc, tu dois avoir 10 tickets au bout de 10 ans. Et en fait, plus tu as de tickets, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Donc, moi, j'étais vraiment en bas de l'échelle, quoi.
Et donc voilà, non, c'est pas forcément, t'as pas de quota en termes de nationalité. Après, par contre, donc il y a le moyen de la loterie pour y participer et tu as aussi le moyen donc des golden tickets. Là, par contre, il faut être hyper fort. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner certaines courses pour avoir son golden ticket. Autant me dire que moi, je suis pas une D'accord. star de l'ultra trail, donc il y avait aucune chance que je gagne mon golden ticket. Donc, pour moi, il y avait que la loterie de possible. Bon, génial, génial. On arrive sur la fin de l'épisode, Hélène, mais j'ai quand même une ou deux encore questions. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? J'avais probablement dû te poser cette question il y a 2 ans, mais aujourd'hui, si tu avais, les choses ont peut-être bougé depuis, mais pourquoi aujourd'hui tu fais ce que tu fais? Euh, alors, comment formuler ça? Je me suis non mais déjà dans un premier temps je pense que j'avais vraiment envie de et je m'en suis au début c'est pas moi qui l'ai décidé comme ça mais je me suis rendu compte que c'était une façon de rendre hommage à Andy et de parler de lui et de penser à lui. Maintenant, comme je t'ai dit, il y a eu le championnat de France et cette date symbolique qui fait que j'ai vraiment tourné la page et même s'il reste encore la western, mais c'est plus le petit clin d'œil. Maintenant, je fais ça vraiment pour moi, c'est-à-dire que euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, en termes de développement personnel, ça m'a tellement apporté. J'apprends tous les jours, je me sens plus solide mois après mois. Et je trouve que le sport, ça revient à ce que je disais de toute façon sur le premier épisode, ça construit quelqu'un, ça forge. Et de toute façon, on se découvre toute la vie. Et je pense que le sport, c'est un accélérateur. Et c'est ça qui fait qu'en fait, je trouve mon équilibre et je gagne aussi en sagesse. Tu sais, quand quand tu vas un peu vers tes limites, t'apprends aussi après à plus les dépasser, t'apprends à te préserver, t'apprends à te dépasser, t'apprends beaucoup de choses et j'ai aussi envie de transmettre ça à ma fille, le goût de l'effort, le goût du dépassement, le fait de pas lâcher l'affaire et finalement tu peux transposer tout ça à ta vie de tous les jours et en tant que maman solo, bah, j'aime bien puiser la force dont j'ai besoin dans ma vie quotidienne dans le sport, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une vraie évolution par rapport à l'épisode. Donc, si ce n'est encore fait, je vous invite à aller écouter l'épisode vraiment 211. Hein, ça vous permettra aussi de voir l'intégralité du parcours d'Hélène, de pourquoi elle fait elle faisait ce qu'elle faisait il y a 2 ans et pourquoi elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui. Dans ton discours, on sent il y a une évolution, il y a plus de sérénité, il y a plus de maturité et c'est hyper intéressant. Et puis une dernière question que j'ai à te poser, Hélène, c'est un message à faire passer. S'il y avait un message ou qu'est-ce que tu aimerais partager aujourd'hui aux auditrices et auditeurs du podcast Ultra Talk? C'est une question un peu difficile, mais Elle est toujours difficile, celle-ci. ouais, non, mais en fait, il y aurait tellement de choses et je vais peut-être faire plus le parallèle avec moi, les réflexions que je me suis faites dernièrement. C'est-à-dire que je pense que l'attitude à avoir, entre guillemets, parce que j'aime pas ces formules-là, mais dans la vie, quand on n'est pas bien, moi maintenant, quand il y a quelque chose qui me dérange ou qui me fait du mal, je me dis toujours, voilà, subis pas. Il faut pas se mettre dans une position de victime. Et en fait, bah, faut se redresser et faut se dire, voilà, je subis pas. Je fais en sorte de pas subir. Donc, ça veut dire, voilà, quand il y a quelqu'un qui nous respecte pas, il faut le dire. Quand tu as une situation qui ne va pas, bah, il faut changer les choses. Et le sport, ça apporte tout ça. Ça veut dire que quand on est en difficulté sur un ultra, tu as deux attitudes. C'est-à-dire, soit tu te mets en position de victime et tu dis je subis la course, soit tu dis ok, je souffre, mais je me redresse et je fais en sorte que la course, elle soit le moins difficile possible. Donc, dès lors que tu te redresses, en fait, tu reprends la bonne attitude et ta foulée, elle va être plus efficace. Et en fait, la vie, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si tu décides de pas subir, bah, tu vas, j'aime pas ce terme-là non plus, mais tu vas avoir le mindset qui te fait mieux avancer, quoi. C'est ouais, c'est une question parce qu'on vit tous des moments difficiles et surtout actuellement, voilà, je te refais pas le tableau de tout ce qui se passe en ce moment, mais et en fait, ça dépend vraiment. Les choses, ta santé mentale, elle va dépendre de comment tu décides de percevoir les choses. Elle va pas dépendre de la situation.
veux dire, si tu décides d'être optimiste et de pas subir les choses, eh ben, t'as tout gagné. Même si autour, c'est pas tout rose, t'avanceras toujours. Eh ben, c'est une belle fin d'épisode. C'est hyper inspirant, comme l'ensemble de l'épisode, hein. Moi, j'aime beaucoup échanger avec toi. C'est vrai qu'on a fait 2 épisodes en l'espace de 2 ans, mais entre ces épisodes-là, quelquefois, on s'envoie des petits messages. On s'est croisés, on s'est ratés sur l'UTMB, mais en tout cas, on reste en contact. Moi, je suis ce que tu fais, donc forcément, tu seras peut-être toute seule ou avec les quelques personnes qui t'accompagnent et ta fille notamment sur le départ aux US. C'est le 29 juin, je crois, hein, c'est ça, 29 juin prochain. Exactement, oui. Mais tu seras pas tout seul puisqu'on sera beaucoup à observer et à suivre ce que tu fais, ton parcours, ton évolution et puis ce beau projet en famille. Écoute, je te remercie Hélène de ta disponibilité, de ton temps, de ces témoignages avec une grande sincérité. J'espère que tu auras autant de retours que tu as pu avoir sur le premier épisode, hein, où je me souviens, tu avais été extrêmement surprise de tous ces retours d'auditrices et auditeurs. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message à Hélène, alias Martine au putain du D+, sur Insta, je le précise. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Et puis de mon côté, je te remercie une nouvelle fois. Et puis je te dis à très bientôt et au plaisir de te croiser dans la vraie vie. Écoute, c'est à mon tour de te remercier Arnaud. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis c'est pas des questions bateau, donc c'est top. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite et surtout de pas trop te casser la figure. Et puis, je tiens aussi à finir par un message de remerciement. Ça me tient à cœur. Donc, tous ceux qui m'ont soutenu sur cette cagnotte, et pas que celle-là, parce qu'il y a eu celle de l'année dernière aussi. Donc, tous ceux qui me soutiennent de près, de loin. Un énorme merci à Jean-Mi qui se reconnaîtra, qui a fait énormément pour moi. Et je suis infiniment touchée par tout ça. Et aux autres qui se reconnaîtront. Voilà. Donc merci pour tout ça. Ça porte. Voilà. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.